Bonjour, nous allons découvrir aujourd'hui Oméra Cellier, fondatrice et présidente de l'association Innocence en danger. Nous allons découvrir les actions et les enjeux de cette association, notamment durant cette période particulière de confinement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour Oméra Cellier. Bonjour. Bonjour et merci, un grand merci déjà pour ce moment de partage avec Impact Earth. Donc nous allons discuter aujourd'hui de votre association Innocence en danger. Alors tout d'abord, tout simplement, je vais vous laisser vous présenter. Je suis Homéra Sellier, je suis iranienne d'origine, j'ai fait mes études en France et j'ai été nommée en 1999 par Federico Mayor, qui était à l'époque le directeur général de l'UNESCO, qui est une organisation qui dépend de l'ONU, pour conduire le plan d'action d'un mouvement international mondial de protection des enfants suite au démantèlement de ce qui était considéré à l'époque, donc on est en 1999, euh, comme étant le plus grand réseau pédocriminel au monde. C'est la première fois qu'il y avait eu une action policière conjointe entre la police et les services d'enquête de 14 pays, notamment la France, et c'était la première fois que euh, des révélations sur l'utilisation d'Internet à des buts criminels avaient été révélées au grand public. C'était une enquête qui avait duré 1 an et demi. C'est une opération policière d'ailleurs qui est très connue, qui s'appelle Opération Cathédrale. Lorsque cette information est devenue publique, il y a eu une très grande conférence internationale à l'UNESCO. Et pour des raisons qui sont peut-être pas trop l'objet de notre entretien d'aujourd'hui, mais parce que l'UNESCO et son directeur général étaient au courant de ce que je faisais pour les enfants victimes dans les pays qu'on appelle des pays du tiers-monde, même si je n'aime pas ces titres. Euh, Ils m'ont demandé de raconter ce que je faisais dans le monde, toute seule, sans que personne me l'ait demandé, et je le faisais pour moi-même, pour mon propre Mhm. bonheur. Et lorsque j'ai parlé de mon action dans certains pays, bon, je dois dire que ça a eu un effet magnifique dans la salle et j'ai été la personne que l'organisation a choisie à l'époque pour conduire le plan d'action d'Innocence en danger, qui d'ailleurs est un titre, est une appellation qui a été choisie par quelqu'un à l'UNESCO. J'ai accepté, évidemment. Il y avait un plan d'action qui avait été adopté par 164 pays. J'ai travaillé avec l'UNESCO en tant que bénévole, comme depuis d'ailleurs, pendant près d'1 an. Et j'ai quitté l'UNESCO pour une très simple raison, même si on a eu une collaboration très sympathique. J'ai fait des conférences, des traductions, etc., etc. Mais j'ai compris que l'UNESCO, de par sa taille et de par sa politique intérieure et de par ses dépendances organisationnelles, ne pouvait pas, comme je l'aurais voulu, aller à la rencontre des victimes de violences sexuelles, aller à la rencontre des parents de victimes et être sur le terrain. Il faut savoir qu'Innocence en danger est un mouvement international de protection des enfants contre toute forme de violence, notamment les violences sexuelles, aussi bien sur Internet que hors Internet, ce qui est tout à fait la même chose pour ceux qui ne le savent pas. Euh, donc j'ai accepté cette mission, mais m'étant rendu compte des difficultés que je pouvais avoir en étant sous, je dirais, l'appellation UNESCO pour aller à la rencontre des victimes, j'ai décidé au bout de 10 mois, 11 mois, de les quitter, un divorce tout à fait à l'amiable. Et j'ai constitué Innocence en danger comme une association, loi 1901, dans un premier temps en France, et après, j'ai ouvert des bureaux dans d'autres pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une dizaine de bureaux dans le monde
pour Innocence en danger, des bureaux qui sont indépendants. Chaque bureau dépend des lois du pays où se trouve le bureau. Néanmoins, nous avons tous la même mission, qui est en fait la protection des enfants contre tout type de violence. Et quels seraient vos domaines d'action alors et vos domaines d'intervention principaux? Écoutez, des domaines d'action et domaines d'intervention principal, ça serait d'identifier les victimes de violences et de violences sexuelles, étudier leur dossier pour voir si une action en justice est possible, s'il y a suffisamment d'évidence de nature juridique, parce qu'il y a évidence et évidence juridique, et c'est malheureusement pas toujours la même chose. Et ensuite, de voir comment est-ce qu'on peut accompagner cet enfant, quel que soit le chemin que prend sa guérison, sa voie en justice ou sa reconstruction. Ça dépend de ce qu'il y a dans le dossier. Nous avons, parallèle à cela, où il s'agit des actions très individuelles. Nous avons également des actions grand public, c'est-à-dire des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'information, des interventions dans les écoles. J'ai écrit des livres, on fait des conférences, on a des actions grand public aussi. Donc, le but de nos actions, c'est d'informer l'opinion publique de l'ampleur du problème, parce que comme moi-même au départ, je vous parle de 1999, beaucoup de gens pensent que les violences sexuelles faites aux enfants se produisent surtout dans les pays, je dirais, en voie de développement ou des pays pauvres. Beaucoup pensent que c'est une question de pauvreté, c'est pas vrai, ça existe dans tous les milieux. Beaucoup pensent que c'est une question d'éducation, c'est pas vrai, et ça existe dans tous les milieux, dans tous les niveaux d'éducation. Et beaucoup pensent que c'est une question de loi, c'est pas vrai non plus, parce que il y a des pays comme la France par exemple, ou l'Angleterre ou l'Allemagne, qui sont des pays où sur papier il y a des lois pour protéger les enfants, mais on ne les protège pas. Il y a des enfants qui vont très très mal. Et aussi, pardon, j'oublie un autre point, je pensais moi-même que cela arrivait plus aux filles qu'aux garçons. C'est une erreur aussi. Il y a autant de garçons que de filles qui deviennent des victimes de violences sexuelles. Alors, sous toutes ces formes, hein, les violences sexuelles, ça veut dire inceste, donc intrafamilial, ce qui est le cas d'à peu près 80% des enfants. Ça peut être sur Internet, à partir au départ originé sur les réseaux sociaux. Ça peut être dans le milieu sportif, ça peut être dans le milieu éducatif. En fait, ça peut arriver partout. Et est-ce que donc durant cette période maintenant là de confinement, est-ce que ça a changé un peu la donne encore? Euh, et oui, tout à fait. Les derniers chiffres que nous avons reçus, qui sont d'ailleurs les chiffres du gouvernement français, c'est Adrien Taquet qui s'occupe des enfants en France pour le gouvernement actuel, qui a annoncé le chiffre d'une augmentation d'à peu près 99%, ce qui est énorme, hein, sur une semaine. Donc, je dois dire que depuis le début du confinement, ça fait maintenant quelques semaines, nous avons énormément de demandes, énormément de sonnettes d'alarme et on fait ce qu'on peut, mais c'est évident que les nombres sont très élevés, très, très élevés. Du coup, est-ce que vous avez donc une structure particulière pendant cette période ou comment vous vous organisez? Avant, bon, de toute façon, les avocats travaillent. Nos avocats, malgré le confinement, respectant évidemment le travail à domicile, le travail à distance. Certains peuvent même aller au bureau lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde dans leur bureau. Donc, notre comité juridique est tout à fait fonctionnel. La permanence juridique est tout à fait fonctionnelle. Donc, il y a cette partie-là. La partie où on a eu un peu de difficulté et que nous avons été contraints à remettre à plus tard,
et trouver une autre méthode, c'est tout ce qui est résilience, art-thérapie, parce que tous les étés, on organise pour les enfants francophones, les enfants français notamment, des séjours de résilience qui sont animés par des art-thérapeutes et des psychothérapeutes, où les enfants viennent avec leur fratrie et avec le ou les parents protecteurs, et on leur offre, on les sponsorise, on leur offre des ateliers où ils ont un espace d'expression pour créer, pour s'exprimer, pour découvrir des talents et des passions. On fait ça depuis 2002 dans plusieurs pays. Et c'est vrai que cet été, les séjours devaient avoir lieu au mois d'août, mais nous avons pour le moment retardé les séjours de l'été 2020 et nous avons commencé à faire l'art-thérapie en visio. C'est-à-dire que nous nous sommes organisés pour être partenaires avec une plateforme qui s'appelle Be My Psy, où les enfants ont accès à des psychothérapeutes qui sont souvent aussi des art-thérapeutes. À côté de cela, nous avons pu créer un partenariat très sympathique avec un chansonnier qui s'appelle Julien Labat. Il fait du slam et du rap. Il est poète en fait, et il anime des ateliers d'écriture. Il envoie des morceaux de musique à des gens. Ça peut être des enfants, des adultes, des parents, des familles entières. Et après, ensemble, ils vont écrire les paroles. Donc, c'est de nouveau un espace de création. Et nous allons bientôt lancer un concours international de dessin avec une autre organisation qui s'appelle Children Care Film Festival. C'est le premier festival de films francophone pour les enfants. Donc, une dictée géante avec eux également, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va choisir des textes qui ont tous un sens. Les textes ne sont pas choisis par hasard. Donc, les enfants vont ensemble. Il peut y avoir 10 personnes, 20, 30, 40, 50. La dernière fois, la personne qui anime ces ateliers m'a expliqué qu'il avait eu plus de 100 personnes qui ont fait le dicté en simultané en même temps. Les textes qu'il choisit sont magnifiques et sont en même temps des textes de sensibilisation et d'information, puisque il y a quand même une grande connotation de ce qu'est les droits, de ce que sont les droits de l'enfant. Et donc voilà, ça fait plusieurs ateliers très sympathiques, très diversifiés, très différents pour des âges qui peuvent varier entre des enfants petits et des adolescents. Les retours des parents et des enfants sont juste magnifiques. Donc, je pense que tout le monde est content. Et voilà. En attendant. Et, ah oui, pardon, il ne faut pas que j'oublie de dire que nous sommes en train de travailler en même temps sur 3 campagnes avec 3 grosses boîtes de communication. Publicis, qui est sur les dangers d'Internet. Agence Publicis, qui est sur les dangers d'Internet. Rosa Parks, qui est sur insister sur le fait qu'il faut signaler et que nous avons un devoir de signalement si on sent qu'il peut y avoir un enfant en danger. Et une autre campagne qui est sur les impacts des violences faites aux enfants lorsqu'ils sont petits. Donc, 3 campagnes qui vont sortir lorsque cela sera possible. De nouveau, à cause du confinement, nous avons tout retardé, mais voilà, on travaille dessus. Et donc, quel serait votre message à nos abonnés? Quelles actions pourrait-on mener pour soutenir justement cette action? Écoutez, mon message pour ceux qui nous écoutent dans un premier temps serait d'accepter, malgré le fait que c'est un sujet triste et c'est un sujet qui ne fait plaisir à personne, accepter de faire face à cette réalité. Le Conseil de l'Europe a lancé une campagne en 2017
qui s'appelle 1 sur 5. J'invite tout le monde d'aller regarder par lui-même sur Internet. Ce ne sont pas des chiffres d'Innocence en danger, encore moins de Homéra Sellier. Ce sont des chiffres de Conseil de l'Europe. 1 sur 5, ça veut dire un enfant sur 5 a subi une forme ou autre de violence sexuelle avant d'atteindre l'âge de 18 ans dans l'espace européen. C'est énorme. Non seulement cela, je dirais, a un impact à vie sur les victimes et leur entourage, mais ça a un impact sur la société dans son ensemble. Ça a un impact sur le plan de santé mentale, santé publique, économie, parce que les procès coûtent cher, parce que tout a un prix en fait. Et ce prix, on le paye tous ensemble parce que nous avons un avenir en commun avec tous ces enfants. Et avoir autant de victimes, ça veut dire qu'il y a un grand nombre de prédateurs aussi. Ça veut dire que ces prédateurs sont en liberté. Il n'y a pas de victimes sans prédateurs. Quelqu'un a fait ce qui s'est passé. Quelqu'un est à l'origine de ces crimes. Donc, je voudrais, sans du tout noircir le tableau, inviter ceux qui nous écoutent à avoir un regard réparateur et un regard logique et un regard citoyen sur cette problématique qui nous concerne tous parce que nous avons d'abord tous été des enfants, nous avons des enfants ou peut-être même des petits-enfants et c'est vraiment un sujet qui agit comme une bombe à fragments. Je veux dire par cela que ça ne s'arrête pas au moment de viol ou de l'agression sexuelle. Si nous sommes une société qui ne sait pas donner la main aux victimes et les accompagner et les aider pour se réparer et pour avoir de nouveau confiance en eux-mêmes, confiance dans l'autre et dans la société, c'est un mal qui va ronger toute la société dans son ensemble. Donc voilà, c'est un appel à compassion. C'est un appel à compassion. Eh bien, super. Merci énormément, Mera Sellier, pour avoir partagé avec nous sur vos projets, vos actions. Je vous souhaite une bonne continuation, en tout cas, dans le succès de vos initiatives. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à la commenter afin de développer notre réseau Impact Earth. À très bientôt.